Interrogé par les sénateurs, le patron de Total Energy ne mâche pas ses mots. Entre énergie, fiscalité et compétitivité, il dévoile ce que beaucoup refusent de dire. Légitime, lorsqu'une entreprise ne va pas bien, à intervenir temporairement, comme il a pu le faire un jour chez PSA, un jour chez Air France. Après, la question pour moi, c'est que l'État devrait conditionner ses aides. S'il y a retour à bonne fortune, il faut les rendre. Je pense qu'il y a un principe qui doit être simple. Que l'État intervienne de façon temporaire pour aider des entreprises en difficulté, et des grandes entreprises peuvent se retrouver en difficulté parce que les marchés s'effondrent, parce qu'il y a des... Et je trouve que ce qui a été fait d'ailleurs sur Peugeot était assez remarquable, ils sont intervenus. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a un investissement de l'État, il est normal que l'entreprise, lorsqu'elle revient à bonne fortune, ce qu'on peut espérer pour la plupart d'entre elles, et c'est le cas des deux entreprises que je viens de citer, je pense qu'il est normal, quelque part, qu'il y ait un retour. Là, c'est presque, l'État fait une espèce de fonds de roulement temporaire, mais le rend. Enfin, c'est une question pour moi, si on veut, et je crois profondément au système capitaliste, au libéralisme, il faut qu'on soit cohérent jusqu'au bout. Donc, et je pense qu'une suggestion serait que lorsque se passent des phénomènes comme ça, il devrait y avoir des clauses de retour à bonne fortune. C'est un peu comme les avances remboursables, en fait, quelque part. Ça ressemble aux avances remboursables. On vous avance de l'argent pour passer les temps durs. Eh bien, si ça va bien, il y a des conditions, et on peut les écrire dans un contrat. Si vous avez effectivement le retour à bonne fortune, ça peut s'étaler dans le temps, vous rendrez l'argent. Enfin, et je pense que là, l'État, pour le coup, fait un sens utile parce qu'il va préserver des emplois, il va préserver en l'occurrence des champions, des champions. Encore une fois, c'est l'argent des Français qu'on utilise, hein. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent des Français. Ils sont légitimes à savoir ce que devient leur argent. Et donc, mais tout ça, ça doit s'organiser. Et oui, le principe ne me choquerait pas. D'autant plus si on regarde le principe, parce que moi je me rappelle quand même de l'accompagnement des banques financiers très important par l'État après la crise 2009, la crise des subprimes, où il y a eu quand même retours à bonne fortune, et il n'y a pas eu de retour derrière de l'argent. Mais d'autant plus qu'on a l'habitude quand même d'expliquer que le fonds, la bourse de l'État, elle n'est pas extensible. On ne peut pas l'étendre. Et le fait de récupérer une partie de cet argent peut quand même permettre de le remettre dans d'autres systèmes en difficulté ou d'autres investissements. Je voudrais qu'on soit cohérent. Les grands groupes expliquent à l'État qu'il faut mieux être géré, pas les déficits. Je pense qu'il faut qu'on soit cohérent nous-mêmes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'État. Encore une fois, pour moi, l'État, c'est l'argent des Français. Et encore une fois, l'aide est très légitime, mais il faut regarder la suite de l'histoire pendant quelques temps. En France, immédiatement, aide publique veut dire subvention, veut dire papier, guichet, compliqué. Le système américain qui consiste simplement à vous faites l'investissement, vous générez le crédit d'impôt, et puis vous avez l'IRS qui vous surveille, hein, vous allez devoir rendre des comptes, vous rentrez, est diablement plus efficace à mettre en œuvre. Lorsque je parlais d'un projet d'électrolyseur Massilia à Lamed, pour obtenir 90 millions d'euros sur un investissement de 330, c'est 2 ans de papier. On n'a toujours pas lancé le projet parce qu'on attend encore les derniers documents. Aux États-Unis, le même électrolyseur, avec l'IRA, je pouvais le décider. Je savais quel était mon taux de crédit d'impôt que j'aurais. Et donc, je n'étais pas dans l'attente de documents. C'est profondément l'idée que c'est mieux qu'un guichet unique. En fait, c'est vous-même votre pot de guichet. Vous savez quelles sont les règles du jeu. Il faut que les règles soient stables, mais vous les avez devant vous. Si vous signez les contrats avant telle date, vous savez. Et l'aide s'exerce. Et le contrôle, il y a un contrôle. Parce que le fisc américain, je peux vous dire que c'est pas, quand il vous tombe dessus, c'est pas, il regarde vraiment ce qui se passe. Je voulais juste prendre un exemple. J'ai parlé des bornes de recharge. Il faut savoir que pour avoir en France, je vous ai parlé de 80 millions d'euros en 5 ans, donc 15 millions d'euros par an, je dois aller à 4 guichets. 4 guichets. Je dois aller au plan de relance, je dois aller pour l'appel de projet ADEME, je dois aller au programme Advenir et je dois aller à l'Europe. 4 guichets pour le même objet, pour recevoir 15 millions pour construire un centre de bornes de recharge, je pense qu'on pourrait de temps en temps simplifier en n'en ayant qu'un, mais ça paraît évident en l'occurrence. Deuxième idée, vous avez voté, je le dis parce que c'est récent, un crédit d'impôt qui est intéressant sur les carburants aériens durables. Dans le PLF 2025, vous avez prévu d'attribuer 50% de un crédit d'impôt correspondant à 50% de la différence entre le prix du kérosène et le prix du carburant aérien durable plus clair. Si je puis me permettre, j'ai le grand respect pour vos instituts Parlement, vous avez juste obligé de dire dans cet article qu'il serait bien que les carburants aériens durables soient produits en France ou en Europe. On vous l'a dit, nous vous l'avons suggéré, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils viennent de Chine, ils viennent des États-Unis. Donc ce crédit d'impôt, et ça c'est la deuxième notion que je voudrais défendre auprès de vous, c'est crédit d'impôt, enfin aide liée à une localisation. Nous investissons dans des bioraffineries en Europe, à Grand Puy, et
en fait, on va se retrouver en concurrence avec d'autres carburants et indurables. Donc, il y a un amendement, mais je pense que peut-être que le PLF reviendra un jour. Je ne suis même pas sûr qu'on a le droit, Monsieur le Président, de justifier que cette crédit d'impôt ne peut être que sur du carburant produit en France. Non, vous êtes obligé d'écrire. Non, vous êtes obligé d'écrire l'Union européenne. On a vérifié. Il faut écrire. Oui, mais déjà, si déjà l'Union européenne nous défendait, c'est ni la Chine ni les États-Unis. Je veux dire, c'est par rapport au débat géopolitique actuel. Non, vous ne pouvez pas écrire la France, mais vous pouvez écrire l'Union européenne. Là où vous devez, à mon avis, réfléchir dans vos propositions, c'est qu'attention, les grands groupes en question n'ont pas que la France. Et si la France se met à conditionner des aides à l'absence de restructuration sur ces sites, les grands groupes en question, et les grands groupes français ont su le faire, ils iront voir ailleurs ce qu'ils ont fait. Pourquoi le taux d'industrialisation en France est bas ? Pourquoi on parle de 10% d'industrie? Mais parce que dans les années 80-90, les grands groupes français, pour d'autres raisons, notamment le coût du travail qui était plus élevé, ont profité de la globalisation pour aller implanter des sites manufacturiers dans divers pays. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire attention à ne pas envoyer des signaux qui seraient contraires à ce que vous voulez, qui est quand même maintenir l'emploi en France. Moi, je pense qu'il faut plutôt lier l'aide, elle est liée à un site. Le site, il peut y avoir, encore une fois, comme je viens de dire, si le site revient à bonne fortune, des conditions liées au maintien de l'emploi. Vous recevez de l'aide sur ce site pour maintenir des emplois. Excusez-moi, vous avez un contrat qui va dire pendant 5 ans, on va démontrer moi que. Ça, je le comprends. Maintenant, dire à l'entreprise, parce que vous allez sur ce site-là restructurer, vous n'avez pas le droit de verser les dividendes, mais je ne vois pas comment. Mais ça serait contre-productif. Prenons un cas particulier, puisque vous le citez, celui de Grand Puy, c'est 700 postes supprimés. Non, 700. Mais non, ils étaient 500, ils étaient 460, ils sont 250. D'accord. Non, pas 700, non. Avec les indirects. Non, ça c'est... Non, je ne peux pas laisser dire ça. Bon. On est en désaccord sur le chiffre. Voilà, mais c'est bien. Moi, plusieurs centaines. Moi, je maintiens 700 et vous dites... 200. Entre 200 et 700. Je maintiens mon chiffre. Mais ce n'est pas grave. Mais prenons ce cas. Ne nous arrêtons pas sur le chiffre. Sans licenciement. J'ai 10 postes supprimés. D'accord. Vous avez entendu la nuance? Oui. Bon. Qui a touché donc des aides publiques pour, par exemple, le CICE sur Grand Puy. Non, mais je prends l'exemple très concret. Vous le restructurez avec les raisons qui vous appartiennent. Très bien. On peut contester ou pas, mais le sujet n'est pas là. Disons, vous le restructurez. Donc là se pose la question, non pas pour l'ensemble du groupe, la multinationale Total Énergie, mais est-ce que là, pour le coup, alors que vous restructurez, la question des aides publiques qui ont été versées dans ce champ d'action pour Grand Puy, est-ce qu'elle se pose ou pas? C'est ça la question. Mais attendez, vous parlez d'une décision de restructuration en 2022. Le CICE, ça s'est arrêté, je pense, en 2018. Ou les subventions directes qui ont su, et même les exonérations, ça s'est transformé en exonération de cotisation, M. Pouyanné. Mais la réponse est non. D'accord. La réponse est non. On ne peut pas faire de lien comme ça. Encore une fois, c'est des décisions les plus difficiles qui soient. Pour un PDG, décider de restructurer un site, c'est parmi les décisions les plus difficiles qui soient. Parce qu'on est bien conscient des difficultés qu'on implique. Donc on ne fait pas ça de gaieté de cœur. On le fait parce qu'à un moment donné, on se dit... Pourquoi d'ailleurs? Parce que le secteur du raffinage en France est déficitaire chez Total Énergie. Et que si je laisse tous ces sites déficitaires, je continuerai à jamais payer d'impôts sur les sociétés et vous nous le reprocherez. À un moment, notre responsabilité, et d'ailleurs positivement, c'est de redonner un futur à ce site en le repositionnant sur des biofuels qui sont plus... Le marché augmente. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut le faire? On le fait, mais on ne peut pas réécrire les histoires. Et donc moi, je pense que... Il n'y a pas, non, ma réponse est non. Quand on a auditionné Louis Gallois, le père du CICE, un des pères du CICE, il nous a parlé d'une perversion du système, celui du rachat d'actions. Je sais que votre entreprise, Total Énergie, le pratique, s'il me semble, mais vous me confirmerez les chiffres, je crois qu'il y a eu pour 8 milliards de dollars de rachat d'actions en 2024. Est-ce que vous partagez ou pas la déclaration de Louis Gallois sur une perversion du système? En l'occurrence, je suis en désaccord avec lui sur ce sujet. Pourquoi faisons-nous du rachat d'actions? En fait, le rachat d'actions, c'est du retour à l'actionnaire. On ne le fait pas sous forme de dividende. Et l'intérêt du rachat d'actions chez Total Énergie, en gros, c'est que nous augmentons le dividende régulièrement, mais comme on rachète des actions, la masse absolue du dividende est à peu près constante.
Bon. Deuxièmement, pourquoi nous le faisons? Parce qu'il se trouve que le cours de Total Energy des sociétés européennes, en ce moment, est décoté par rapport aux sociétés américaines. Et que nous voulons soutenir ce cours pour éviter des mésaventures face à des concurrents. Donc c'est effectivement une forme de retour à l'actionnaire, je ne le cache pas, mais c'est un retour à l'actionnaire dont le premier bénéficiaire, c'est l'entreprise, puisque les actions que je rachète, je les annule, donc elles vont porter moins de dividendes. Donc en fait, il y a une rentabilité, exactement. Je ne fais pas du rachat d'actions à n'importe quel cours de l'action. Si le cours de l'action Total Energy était au niveau de mes concurrents américains, c'est-à-dire à peu près 2 fois plus haut, à 100 € l'action, je pense que je ne rachèterai pas les actions, parce que je ne pourrais pas démontrer l'intérêt économique de le faire. Quand je rachète une action dont le cours est bas par rapport à ses concurrents, je fais un investissement, puisqu'encore une fois, j'achète mes actions, je les annule, je paierai moins de dividendes l'année suivante, et donc c'est rentable. Après, donc voilà, c'est simplement une façon de... Il se trouve qu'en ce moment, l'entreprise a des cash flows relativement significatifs, que son bilan est en bonne santé, et que, par ailleurs, on est en concurrence avec d'autres dans ces secteurs-là, et que tous nos concurrents le faisant, si je ne le faisais pas, je pense que nous ne nous adhérions pas nous-mêmes. Voilà. Mais ce n'est pas une perversion du système, moi je l'assume, c'est une autre forme de retour à l'actionnaire. Au lieu de verser du dividende, j'annule des dividendes futurs dans l'entreprise. Donc c'est un investissement dans l'entreprise, parce que je crois à l'entreprise. Voilà la logique du rachat d'actions. Et donc, en l'occurrence, je suis d'accord avec beaucoup de choses avec ce que dit Louis Gallois, mais pas sur ce sujet-là. Par ailleurs, le Parlement, dans le PLF 2025, a voté une taxe sur les rachats d'actions. Donc, nous payerons la taxe sur les rachats d'actions, sans doute à peu près 150 millions d'euros en 2025. Mais en fait, c'est une taxe sur les annulations d'actions. Ce n'est pas une taxe sur les rachats, il faut qu'on les annule pour la payer. 8 milliards à peu près de rachats d'actions, à peu près une taxe autour de 150 millions. Oui, mais ce qui est beaucoup, parce que les Américains, elle est à 1%, et nous, elle sera plutôt à 1,6, je crois, quand on fait les calculs. Je dis ça parce qu'il ne faudrait pas qu'elle soit augmentée, parce que si elle est augmentée, à ce moment-là, la question se posera de savoir où on cote les actions. Oui, on sait que vous avez un débat sur New York. Non, j'ai pas de débat, je suis à Paris. Oui, mais... D'accord, je sais que...